On va assister au 72, les gars. Je viens d'avoir un petit SMS de Madame Irma. Donc toi, tu es encore confiant sur les autres cryptos. Tu penses qu'ils ont le train de retard, mais ça va suivre dans tous les cas. Ouais. En attendant de voir le 72K, là, est-ce que tu as des projets pour 2025? Déjà, comment tu vas? Depuis le dernier Bah live. écoute, bah écoute, ça va très très bien. C'est vrai que ça fait un petit moment, mais ça va très très bien. Merci pour l'invitation. Et toi, comment ça va? Moi, ça va, c'est aussi mon retour là dans le Twitch game. Je te propose de faire un petit tour de graphes, des graphes pour commencer. Ouais, d'un point de vue macro, il y a quand même pas mal de choses. Donc, La crypto, je la traite beaucoup, beaucoup, beaucoup moins depuis qu'on est bloqué là entre les 60 et les 70, quoi, depuis qu'on est là. En fait, j'aimais vraiment pas le comportement du Bitcoin dans cette zone. Donc ouais. j'ai laissé mes investissements et j'ai arrêté de trader ça. Et je suis allé plus sur le marché traditionnel, j'avoue, ces derniers mois. Ouais. Je t'avoue que même moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Pendant les premiers mois de cette grosse phase de range ou de bull flag, enfin, vous l'appelez un peu comme vous voulez, mais au début, j'ai essayé de trader. Et en fait, au bout d'un moment, en soi, j'ai eu des bons résultats, mais c'était trop fatigant d'un point de vue psycho, en termes d'énergie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quand on a eu le low au début du mois d'août, là où on est passé brièvement sous les 50K, j'ai posé des derniers ordres. Et Ouais, depuis, je ne fais quasiment rien. Je suis quasiment pas intervenu sur Bitcoin, en tout cas. Je parle vraiment que sur ok. Bitcoin. T'as réussi à rentrer là? Ouais, alors pas vraiment sur le plus bas, hein, Hmm, j'ai un average price qui est à entre 50 et 51 000 à peu près. bien joué. Euh, et du coup, ces positions swing, bah, je les laisse tourner depuis en fait. Et je crois j'ai dû faire peut-être un ou deux petits intraday sur Bitcoin depuis, mais T'en penses quoi de cette sortie aérienne là? bah en soi, elle est plutôt logique. Pour moi, le plus bas qu'on a fait au début du mois d'août, encore une fois, c'est le bottom. Pour moi, on n'ira pas plus bas, à part si vraiment Ok. il y a un élément externe au marché qui fout la merde. Sinon, je vois pas trop de raison de revenir chercher plus bas que ça. Euh, donc moi, j'avais plutôt anticipé le fait qu'on allait retourner sur le haut de range. Maintenant, est-ce qu'on va casser tout de suite les anciens ATH? Je sais pas. Euh, mais plutôt logique. Et en fait, on le voit bien. En plus, les acheteurs sont quand même très très forts là en ce moment sur le marché. À chaque fois qu'on est arrivé sur des zones d'ordre vendeuses, on n'a pas forcément été rejeté. En fait, à chaque fois, on s'est servi de cette liquidité pour se propulser toujours plus haut. À aucun moment, les vendeurs ont réussi à reprendre la main sur les acheteurs. Donc, pas surpris et forcément content parce qu'en vrai, il faut se réjouir quand le marché est fort comme ça. Donc, Ouais, c'est bien pour les investissements ça. On va assister au 72, les gars. Je viens d'avoir un petit SMS de Madame Irma. super. Mais les autres cryptos n'arrivent pas trop à suivre le rythme. Ouais. Bah, c'est le problème, c'est que tu peux mettre, si tu veux, la charte de la BTC dominance. Euh, Ouais. mais du coup, enfin, voilà, la dominance de Bitcoin, elle est quasiment à 60%, donc forcément, ça laisse pas beaucoup de place, bah, déjà à Ethereum, hein. On voit, c'est pareil, si vous regardez la charte d'Ether face à BTC, c'est pas terrible, terrible. Donc effectivement, les alts sont encore un peu en retrait, mais ça laisse la possibilité de continuer à accumuler en vrai, donc c'est pas plus mal, je trouve. Ouais, ok. Donc toi, t'es encore confiant sur les autres cryptos. Tu penses qu'ils ont le train de retard, mais ça va suivre dans tous les cas. Ouais. Bah, en vrai, c'est toujours, enfin, c'est un peu comme ça que se déroulent à chaque fois les Ouais, ouais, cycles bien sûr. haussiers. Plutôt- Là, en fait, le truc, c'est que on a eu jusqu'à maintenant une grosse phase sur BTC parce qu'en fait, BTC a été alimenté par les ETF principalement. Mais si on regarde, il n'y a pas eu de liquidité de retail qui est arrivée sur le marché en fait. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de ruissellement vers Ether et vers les alts. Donc je pense que quand BTC va casser de nouveau plus haut, va être vers 100K, là, on va vraiment avoir de la liquidité de retail qui va arriver et on va commencer à avoir une rotation sectorielle de BTC vers Ether, puis d'Ether vers les alts. Et voilà, en tout cas, je l'espère. J'espère que ce sera le cas. Et je pense. Ok.
c'est qu'avec l'arrivée de l'ETF, je sais plus trop quoi penser du marché crypto. Parce que le Bitcoin, du coup, il fait partie maintenant d'un marché organisé. Ça va à l'encontre de la création de la crypto-monnaie, ouais, de Bitcoin et de son objectif principal. Et ça m'a mis un flou total sur les perspectives, enfin les projections sur l'avenir. Si tu laisses l'opportunité à un fonds de trader un actif, donc en l'occurrence la BTC, ça ne veut pas forcément dire que le fonds va prendre des longs sur cet actif. Donc ça ne veut pas dire que forcément ça met certaine confiance, il y a de la hype, on en parle, BlackRock, si, ça, tout le monde le propose, etc. etc. Mais moi en termes de... Il y a plusieurs points sur l'ETF, en termes de gestion. En fait, je sais pas si tout le monde voit comment est construit un ETF, mais sur le Bitcoin, c'est un ETF physique. Et il y a des gros problèmes pour moi de pricing, de mise aux normes, ou je sais pas comment appeler ça. En tout cas, pour pricer le fonds, tout simplement. Et ça a été vu plusieurs fois, hein. Parfois, le prix du spot augmente, l'ETF a du mal. Alors, je parle même pas de le jour de l'ouverture, hein, parce que l'ouverture, l'ETF a eu un prix, le spot complètement un autre, et il y a eu un écart de 10%, ce qui est totalement interdit pour un ETF, qui doit répliquer le prix parfaitement. Et pourquoi je dis ça? Parce que on parle toujours de l'ETF ETH, ETF Ripple aussi, ETF Solana qui pourraient arriver, qui arriveront peut-être. Ça ne veut pas dire que le prix augmentera. Le prix pour moi d'un marché, parce que c'est un marché financier, c'est un type de marché, pour que le marché augmente, il faut une hype, il faut des acheteurs, des investisseurs, etc. etc. Le fait qu'il y ait un ETF, ça va pas amener... les fonds d'investissement ne vont pas investir sur le long terme, sauf si on commence à mettre des ETF, enfin sauf si on commence à mettre des produits financiers ou des assurances vie, des choses comme ça, où dedans on met des ETF Bitcoin. Là il y a de la demande, là il y a des acheteurs, là les assurances peuvent intervenir en faveur d'un marché. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Ouais, bah tant mieux, hein, comme en ça. Vrai, en fait, si d'une certaine manière, mais aujourd'hui, il faut se dire quand même que le fait que BlackRock et toute la clique aient mis en place ces ETF, ça permet quand même à beaucoup de gens, d'Américains, d'entreprises aussi, d'investir sur Bitcoin, ce qu'ils n'auraient pas forcément fait s'il n'y avait pas eu les ETF. Ça c'est vrai. En vrai, ces gens-là ne seraient pas forcément allés ouvrir un wallet sur Binance ou même sur une Ledger ou voilà. Et donc ça permet quand même d'avoir justement de nouveaux acheteurs sur un marché. Comme tu l'as dit, en plus c'est un ETF qui est physique, donc derrière c'est backup en réel. Donc oui, mais en fait ton exemple, ton propos il est super intéressant parce que effectivement c'est le cas avec BTC. Mais par contre, Ether, il y a un ETF et pourtant les gens vont pas dessus. Donc l'ETF, effectivement, ne fait pas tout. Vous pouvez, moi demain, je peux lancer un ETF sur le cours de, je sais pas, le cours des AirPods, voilà, le cours des AirPods Apple, enfin, je dis une connerie. C'est pas parce que je crée cet ETF là que le cours il va augmenter parce qu'en fait tout le monde s'en fout, personne n'a envie d'acheter ça. Ouais. Et c'est un peu le problème avec Ether, c'est que ouais, il y a l'ETF, mais en vrai, les gens ils sont pas plus intéressés que ça, quoi. Ouais, j'avais un prof qui disait on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'est pas parce qu'on propose des choses que les gens vont acheter. C'était surtout pour le marché des taux qui me disait ça. Mais pour reprendre ton exemple, au moment de la sortie de l'ETF, forcément il y a de nouveaux investisseurs. Forcément, puisque le produit arrive sur un marché organisé, etc. etc. Donc il y a des particuliers, il y a monsieur et madame tout le monde qui pourront investir dessus, tu as certaines entreprises, certains fonds, etc. Mais ça va, effectivement, s'il y a plus de monde qui achète, pour moi, ça va engendrer une hausse sur du court, moyen terme. Moi, quand je dis un pump très long terme, c'est pour ça que je parle de hype. Parce qu'une fois que, je dis n'importe quoi, on ouvre la possibilité à des nouveaux acheteurs d'acheter le Bitcoin,
et on l'ouvre à 100 000 personnes, voilà, 100 000 nouveaux personnes pourront acheter du BTC. Donc dans les 100 000, il y en aura quelques-uns qui franchiront le cap et qui achèteront du Bitcoin. Mais une fois que c'est fait, ça y est, on a exploité les gens qui peuvent en acheter. Qui va ramener d'autres nouveaux acheteurs? Bah, c'est la hype, c'est le marché, c'est comment est-ce qu'il évolue, et ça c'est sur le très long terme. Tout à fait. Encore une fois, ça c'est mon point de vue. Je me trompe certainement, je me suis déjà trompé plusieurs fois. Mais pour qu'un prix augmente sur les très long termes, il faut plus qu'un ETF. Ouais. Non, mais t'as raison. Hein, et en plus, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure un peu sur le fait qu'aujourd'hui, sur le marché crypto, il n'y a que Bitcoin qui a pump parce qu'il a pump grâce aux ETF, mais c'est un pump à court terme qui est localisé uniquement sur lui parce qu'on n'a pas eu d'autres liquidités qui est arrivé sur le marché. Et donc voilà, on est là. Par contre, oui, si on a une vague de démocratisation à grande échelle des cryptos, et qu'effectivement on a 15, 20, 25, 30% de la population mondiale qui investit dans les cryptos, alors là, oui, ça va être autre chose. Mais on n'y est pas, pour l'instant. Ouais. 72K en approche, il n'y a aucun doute. Ça a été annoncé, je n'ai aucun doute. D'ailleurs, on va pas aller au 72, on ira même au 72 300. En vrai, si on passe les 72, ça peut nous propulser vite à 73. Donc A few moments later. On est bien rejeté là. Ouais. Mais Madame Irma se trompe jamais. 72 300. Donc là, il y a un pump. Ok, on est à 71, etc. On n'a pas encore... Effectivement, les acheteurs sont très forts, mais ils sont très forts sur le gold. Les acheteurs sont très forts sur à peu près... Ouais. Même tous les actifs, même on prend les indices US, etc. C'est extrêmement fort. Alors que le marché est totalement incertain. Enfin, il y a cette décorrélation encore une fois. J'avoue que je sais plus trop quoi penser de ce qui se passe. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Non, j'allais dire, c'est justement ce dont on parlait hier avec Théo, c'est quoi, en fait, c'est compliqué d'avoir des perspectives. Enfin, c'est compliqué de se projeter parce qu'on voit bien que oui, il y a une décorrélation entre l'économie réelle et entre ce qui se passe sur les marchés, quoi. Et du coup, oui, ça rend la lecture un peu opaque. Après, moi, je trouve que la conjoncture quand même globale, elle s'améliore dans le sens où là, les taux des banques centrales vont baisser, enfin, ont déjà commencé un peu à baisser, ça va relancer la planche à billets. On peut espérer que ça se calme un peu au Moyen-Orient. J'essaye d'être optimiste. Après, faut pas non plus être avec des œillères et pas voir toute la merde qu'il y a, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que c'est pas facile de se projeter. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'en fait, en vrai, il faut être un peu schizophrène dans le sens où il faut avoir conscience de tout ça, mais faut pas que la peur de tous ces éléments, la peur d'une crise, etc., nous immobilise et nous empêche d'être actifs sur le marché, quoi. Parce que sinon, on loupe des opportunités. Donc, Oh. Après, peut-être que je vois le verre à moitié vide. Hein. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez optimiste à la base, mais j'avoue que là, cette situation, elle dure un peu trop longtemps. Et ça m'inquiète. Enfin, ça m'inquiète. Si, un petit peu, parce qu'il y a toujours les investissements qui sont là. Même au-delà de ça, enfin, on me dit... Ouais, est-ce que là, je parle de mes potes. J'ai tant à investir, j'ai investi dans quoi, etc. Et moi, j'ai toujours ce côté-là qui me dit, mais non, dis-leur plutôt d'attendre un petit peu. Si c'est de l'investissement sur plusieurs années, voilà. Il y a énormément de théories en macroéconomie, théorie des cycles, et même sur le quantitative easing ou sur l'augmentation des taux. Enfin, c'est mon avis, mais elle se base pas sur rien. Une diminution des taux, comme on dit, relancer la planche à billets, etc., c'est pas toujours vérifié et c'est pas toujours vérifiable. En gros, je vais pas expliquer la théorie quantitative de la monnaie, mais c'est pas synonyme
de marcher en surchauffe le fait d'augmenter ses taux et inversement. C'est pas parce qu'on baisse les taux que le marché va super bien. Et on peut prendre l'économie américaine je crois que c'était 1980 ou quelque chose comme ça, où justement on a fait ce genre de stratégie pro-gouvernementale ou peu importe, et justement ça n'a pas boosté l'économie américaine. Ou alors les Japonais qui sont dans une déflation depuis pas mal d'années, ils ont essayé. Parce qu'on dit la théorie quantitative de la monnaie, donc s'il y a une déflation, le pays est en surchauffe, on baisse les taux, on augmente les taux, on joue là-dessus. Pourtant, il n'arrive pas. Donc je mets quand même quelques nuances et quelques... voilà, sur ces scénarios-là, ces hypothèses sur l'avenir. Peut-être que je me trompe, mais je suis pas réellement optimiste. Même s'il y a une baisse des taux, même s'il y a... On verra, ouais. De toute façon, t'as raison. En vrai, il faut pas non plus être suroptimiste. Il faut toujours nuancer, etc. pour essayer d'avoir la lecture la plus cohérente possible. Mais après, c'est sûr que c'est compliqué parce que effectivement, réactiver la planche à billets, selon le contexte, ça va plus ou moins être positif aussi, selon le pays. Enfin, il y a plein d'autres paramètres en fait qui rentrent en compte. Donc c'est vrai que ça rend pareil, encore une fois, les projections, les perspectives compliquées. Après, tu disais par exemple tes potes, tu leur dis d'attendre. En vrai, en fait, le truc c'est que ça dépend, mais faut dire que même si effectivement il y a une crise, on l'a vu par le passé, de toute façon les crises elles sont nécessaires, elles sont indispensables, il y en aura d'autres, c'est obligatoire. Ça reste quand même des éléments temporaires et locaux, dans le sens où si tu dézoomes la charte, par exemple du S&P 500, bah, ça reste des éléments qui sont localisés à un endroit précis, mais sur le long terme, on a quand même une ascension continue. Et en fait, moi, mon avis, c'est que si vous êtes dans une logique d'investissement à long terme, cette possibilité d'une crise, elle doit pas vous effrayer. Vous devez juste avoir conscience qu'elle va être là. Soit vous dites, OK, ça va arriver, quand ça arrivera, bah, c'est pas grave, je vais continuer d'être patient. Soit vous en profitez pour saisir de nouvelles opportunités. Mais ouais, si vous avez vraiment cette psycho en mode long terme, je vais investir sur 20, 30, 40 ans, pour moi, ça doit pas trop vous faire peur. Et surtout, encore une fois, je pense que cette peur, elle doit pas vous empêcher d'être actif. Parce que moi, je sais que depuis que je m'intéresse, depuis que je travaille sur les marchés, il y a toujours eu des mecs qui ont joué sur cette notion de peur, qui ont toujours vendu la fin du monde. Et en vrai, alors oui, peut-être que, ben, par exemple, en 2020, quand il y a eu le Covid, ils ont eu raison. Ils ont mis sur Twitter, voilà, je vous l'avais dit, c'est la merde. Ouais, mais en fait, avoir raison, ça sert pas à grand chose. Parce que vous allez avoir une fois raison sur 10 ans, et tout le reste du temps, vous allez avoir des opportunités qui vous passent sous le nez. Donc, faut faire attention aussi avec ça. Mais après, tu as raison, faut pas être non plus suroptimiste sur la suite. Ouais, je comprends cette vision. Je comprends ce point, surtout se dire, bon, l'investissement, si tu t'en as pour 30-40 ans, tu t'en moques un petit peu des crises passagères. Je comprends. C'est comme moi, je fais du scalping. Enfin, quand je fais du scalping, parce que parfois j'en fais pas, on me dit oui, t'as vu cette semaine, c'est une semaine, il y a des grosses news. En soi, je m'en fous. Tu vois, parce que mon exposition au marché, elle dure que quelques secondes. Donc, qu'il y ait des grosses news dans la semaine, ça va pas m'impacter. Mais parce que ma façon d'investir à ce moment-là, elle est différente de certaines personnes. Donc, c'est oui, quand tu dis j'investis pour 40 ans, effectivement, les crises, tu vas faire moins 30% quand il y a une crise, puis tu vas refaire plus 60, enfin plus 100% ou plus, voilà, pour récupérer un peu de cette perte. Ça, encore une fois, ça dépend effectivement de ton point de vue, de ton postulat. Mais quand même, ça dépend de ton point de vue et ton postulat. Mais quand même, hein, là, c'est ouf ce qui se passe. BTC 72, le gold, ce matin, on était... Non, on n'a pas été au plus haut encore. Si, 274, 254. Ouais, gold, moi, j'étais long depuis la petite baisse qu'on avait faite la semaine dernière. J'avais repris une petite position. Et Ouais. j'ai touché mon TP ce matin, enfin, durant la session asiatique, là, à 3h. Ok, GG.
Là, je Mais suis sur le après, CFD. c'est vrai qu'il y a des trucs. Enfin, tu vois, par exemple, le pétrole, moi, je trouve ça super étonnant qu'il se soit pas emballé plus que ça, malgré les tensions de malade qu'on a au Moyen-Orient, tu vois. Si tu regardes le cours de l'US Oil, par exemple, en weekly, bah, on est sur enfin, en daily, weekly, enfin, voilà, sur les derniers mois, on est sur une tendance qui est baissière, alors qu'on a des tensions, elles, qui n'ont fait que monter. Mhm. Et pendant ce temps-là, effectivement, tu le disais à l'instant, l'or, lui, est monté. Ce qui, en général, quand l'or monte, est plutôt synonyme d'inquiétude, de stress. Mais bon, c'est pareil, je parle de stress, tu regardes le VIX, et à part là, quand on a eu la fin du carry trade début août, Ouais, il est bas, quoi. Enfin, ouais. il y a des trucs On est à un peu 20. surprenants. 20, ouais, 20, c'est moyenne haute, je pense. Bon, quand il y a des crises, forcément, ça explose. Attends, là, je suis... Voilà. Mais tu continues d'investir. Ouais, en vrai, ouais. Ok. Sur le long terme, oui. Après, c'est vrai que tu disais, toi, par exemple, tu disais, ouais, tu fais du scalping, donc effectivement, les news, elles te concernent pas non plus. En fait, c'est vrai que tu as ces deux extrêmes-là. Soit vous faites du très très court terme, et effectivement, les news, entre guillemets, elles vont pas trop trop vous impacter. Soit vous faites du très long terme, et pareil. Par contre, effectivement, si vous êtes entre les deux, et que et c'est le cas, nous, on a certains de nos clients, ils sont un peu dans cette optique-là où, ok, ils veulent investir, mais que sur 5-10 ans. Effectivement, si vous avez une horizon de temps en termes d'investissement qui est plus courte, alors là, attention. Faut peut-être adopter une stratégie un peu Hmm. différente parce que, oui, si par exemple, de 2026 à 2030, c'est la merde totale, après, pour s'en remettre, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, Ok. l'entre-deux est peut-être le plus compliqué à gérer. Donc, ouais. Mais moi, personnellement, oui, je continue d'investir. À long terme, Ok. Mais ce scénario-là, il commence à être de plus en plus probable. Pour un énième, si on revient encore une fois au cercle du mid, en plus, je pense que c'est vraiment 66, c'est vraiment... Ah non, c'est 68 et 63. Ok. ouais. Les prix les plus échangés du range. Ouais, bah, c'est là aussi où je pense que les élections vont jouer pas mal, tu C'est ce vois. qu'il dit. Dans le sens où je pense que si on a euh, Trump qui est élu, on a plus de probabilité pour moi de se servir de la zone des 73 pour se propulser à 80. Ok. Et à l'inverse, je pense que si Harris est élu, on a plus de probabilité de faire le scénario que tu disais, d'échouer à nouveau sur cette zone et de repartir sur le bas. Ok. Après, il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est un truc quand même qui va jouer pas mal. Maintenant, si on regarde quand même le comportement du prix et comment dire, des rapports de force entre acheteurs et vendeurs sur le marché, quand même, je trouve depuis quelques semaines, j'ai quand même plutôt confiance dans les acheteurs que dans les vendeurs. Je trouve les acheteurs quand même très forts, ils arrivent à garder la main, même quand on tape sur des zones où on a des gros ordres vendeurs qui sont en place, en fait, on bute quasiment pas dessus. Euh, donc ouais, je sais pas. J'essaye là aussi d'être plutôt optimiste, mais il faut pas non plus être complètement Ouais. avec des œillères non plus. Donc ouais. On va voir. De toute façon, on va avoir la réponse. Pour moi, d'ici une semaine, on aura la réponse. Là, déjà, avec PIB, PIB demain, PCE jeudi, NFP vendredi. Déjà, il y a Ouais. 3 grosses data macro qui vont faire bouger le marché. Et les résultats des élections début de semaine pro. Euh, c'est tout ce dont on a besoin pour connaître la suite, hein, je pense. C'est ce que dit Alon. Enfin, en fait, Alone in the Dark, j'ai l'impression que tout le monde attend les élections, le FOMC. Et pourtant, ça pump avant. Ouais. Alors, est-ce que le marché, du coup, n'est pas peut-être en train de pricer, en fait, par exemple, l'élection de Trump, et au final, mardi prochain, il se passerait pas grand-chose? Peut-être aussi. Le FOMC, je pense, aujourd'hui, ça a moins de poids dans le sens où... Enfin, c'est pas que ça a moins de poids, c'est que,
entre guillemets, le marché sait que les taux vont continuer de baisser. Donc, je pense que c'est en partie intégré dans les cours. Là où le FOMC pourrait foutre un peu le bordel, c'est si on a par exemple une baisse de taux beaucoup plus importante que prévu. Là, ça serait un signal un peu négatif dans le sens où on sait que par le passé, quand la Fed s'est précipitée un peu à baisser les taux, c'est que c'était pas trop bon signe. Quand on rentre dans une phase de bull run, parce qu'encore une fois, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, on a eu une phase de bull market, mais on n'a pas eu encore la phase de run, de rallye aussi sur Bitcoin. Quand on rentre dans cette phase-là, le marché devient un peu irrationnel. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que là, ces derniers mois, ces dernières années, on était sur une manière de trader sur Bitcoin qui était plutôt logique. Quand on avait des déséquilibres en bas, des zones, on revenait les chercher, etc. En fait, en phase de run, c'est un peu moins le cas et on fait quasiment du up only en laissant des zones plus bas qu'on vient pas forcément rechercher, quoi. Chaque fois, les gens pensent que halving, ça veut dire que tout de suite le marché va partir. Pas du tout. En vrai, historiquement, il y a toujours eu un laps de temps de 4 à 6 Ouais, mois après le halving avant que le marché démarre, hein. ouais, totalement. Toi, t'es exposé comment sur le marché crypto aujourd'hui J'ai en termes d'investissement? j'ai plus beaucoup de Bitcoin, malheureusement. De toute façon, j'en avais pas énormément. Sur mon Ok, bac, j'avais beaucoup plus d'Ethereum ok. que de BTC pour différentes raisons, mais bon, visiblement, je me suis trompé. Et mais enfin, j'ai de l'Ethereum, j'ai du Solana, j'ai des trucs un peu plus risqués. Le BTC, j'en ai vendu beaucoup à 40 et quelques, 42, 46. Donc c'était il y Ok. a pas mal de temps. Là, j'en ai gardé, mais bon, c'est plus des objectifs très long terme pour le coup. Ouais. C'est Ethereum, j'y croyais beaucoup. C- Ça prend son temps. J'ai peur que la hype soit totalement passée. Je pense pas. Mais en tout cas, il n'y a plus beaucoup d'investisseurs sur l'ETH. Mm. Mais en vrai, pour l'instant, c'est sûr que c'est flippant. Surtout quand tu vois Solana en face, quoi. Ouais. Quand tu Ouais, vois ouais, ouais. Solana par rapport à Ether, là, enfin, tu te dis, ok, c'est bon. Solana a gagné, quoi. Donc, ouais. Donc ouais, et du coup sur les alts, il y a des projets qui t'ont fait kiffer dernièrement où tu t'es dit ok ça c'est lourd, j'y vais. Des nouveaux projets? Nouveau ou pas forcément nouveau, mais Je m'appelle, j'ai mis crypto dans le nom de ma chaîne, mais je suis pas un spécialiste des cryptos. C'est-à-dire que je vais pas fouiller les projets, faire des études fonda, etc. sur les nouvelles sorties. À tort ou à raison, je ne sais pas. C'est juste que c'est pas. hmm, Ça m'intéresse, mais c'est pas ma grande spécialité. Et sur les anciennes, bah oui, j'ai des trucs un peu plus risqués. J'ai du Dodge, ok, j'ai du Siacoin, j'ai des trucs un peu, enfin très 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 risqués, du style ok, Tama Dodge. En bref, j'ai un bag à peu près de 15 cryptos. ok, Et puis comment dire, j'ai géré mon risque en fonction des projets. d'accord. Et dans le socle, bah, j'avais du BTC, j'en ai moins, j'ai de l'Ethereum, j'ai du Solana. Et Solana, je sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs années, on crachait sur Solana, on disait que le projet était fini. Hmm. Ouais, il y a Finalement. même pas, en vrai, il y a encore un an et demi. Ouais, c'est ça, 2 ans, ouais, 2 ans, ouais. Ouais. Bah en fait le problème c'est que oui, parce qu'en vrai sur l'ANA ils ont eu quand même pas mal de problèmes en termes de décentralisation, de sécurité, même de scalabilité. Hmm. Enfin, la blockchain a été quand même souvent en panne. Là, c'est vrai que bon bah le cours est remonté, ça fait un peu plus de 265 jours qu'il n'y a pas eu de panne sur la blockchain Solana. Il y a toute la hype des meme coins qui a aussi rendu le réseau à nouveau très sexy. Euh, Mais il faut rester prudent parce qu'en vrai, sur Solana, il y a quand même encore des petits points d'interrogation. Maintenant, en fait, le truc, c'est que sur le marché crypto, faut bien se dire que il y a un truc qui joue beaucoup, c'est la notion de hype, la notion d'utilisation et de communauté. Et aujourd'hui, il y a rien de meilleur et de plus fort que Solana. Enfin, Hmm. on a beau dire oui, Ether c'est trop bien et tout, etc. Oui, mais en attendant sur Ether, il n'y a rien qui se passe. Personne construit sur Ether. Enfin, si, mais
il n'y a pas beaucoup de trucs qui se construisent sur Ether. Et le problème, c'est que s'il n'y a rien qui se construit dessus, ben, il y a un moment, il va y avoir un problème. Alors que sur Solana, il y a plein de choses qui se construisent. Alors, il n'y a pas que du bien, hein, on est bien d'accord là-dessus. Il y a aussi des trucs totalement pourris. Mais ça construit quand même. Et en vrai, même la question des frais de transaction, par exemple, d'ailleurs, ça, c'est un truc qui avait déjà eu le cas en 2020 ou 2021, je sais plus trop c'était quelle année. Mais bref, au précédent cycle, les frais étaient tellement élevés sur Ether que les gens sont allés sur la BSC parce que c'était plus possible. Et bah là, il va se passer la même chose, quoi. En fait, les gens vont aller build et travailler sur des réseaux beaucoup moins chers qu'Ether, quoi. Bon, BTC, échec 72. Hein, pour l'instant. Ouais. Il y a cette zone que j'aurais attendue, ou alors celle-ci. Celle-ci n'a pas réagi. Je suis d'accord. Et celle-ci, we will see. Je suis d'accord. 72 300. C'est annoncé, les gars. Là, on va couper le stream et puis C'est sûr. Ça va arriver. C'est toujours comme ça. De toute façon. Il n'y a pas de transition, on reviendra sur la chart. Mais comme tu as dit, certains de mes clients, tu fais de l'accompagnement sur l'investissement, la création de wallet. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être vraiment la référence en France sur l'éducation financière et l'accompagnement dans l'investissement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon associé, donc Théo, a passé, donc il a la certification AMF et il a passé récemment le CIF, donc pour qu'on puisse proposer officiellement et en toute légalité vraiment du service de conseil en investissement pur et dur. Donc voilà, donc ça passe effectivement par de la constitution de portefeuille, que vous soyez intéressé que par la crypto ou par les marchés tradis aussi. Donc en gros, nous, c'est vraiment notre but, c'est ok, on prend le profil d'une personne, son profil d'investisseur, ses besoins, ses objectifs, sa capacité justement d'investissement, et en fonction de tout ça, ben, on lui fait des propositions sur certains actifs pour qu'il atteigne justement ces objectifs-là. Ok. On a changé de nom. Alors pour ceux qui effectivement qui m'ont déjà vu, la dernière fois où j'étais venu en live ici, on s'appelait encore Blockchain Capital. On a dû changer de nom pour plusieurs raisons. La principale étant que en gros il y a un fonds d'investissement aux États-Unis, à San Francisco très précisément, qui s'appelle Blockchain Capital, et ils nous ont tout simplement dit changer de nom parce que c'est notre nom. Voilà, il y avait aussi la volonté d'avoir un nom qui n'était pas directement associé à la crypto, parce qu'on sait parce que nous, notre objectif, c'est toucher le grand public, et le grand public, bah, aujourd'hui, quand tu y parles de crypto, blockchain, des fois, il y a des a priori. Donc, on voulait un nom un peu plus neutre aussi, un petit peu moins associé à la crypto, et voilà, donc voilà pourquoi on a changé de nom. Mais c'est uniquement du rebranding, hein. De service, en termes de mission, d'objectif, il n'y a rien qui change. Ok. Pour la petite histoire. Comme Théo a le CIF, tu peux donner des conseils en investissement sous le nom Bamboufine? Ou c'est que Théo? C'est que Théo, ok. C'est que Théo. Okay. En fait, moi, j'ai signé un document où je déclare que je ne donnerai pas de conseil en investissement. C'est pour ça que le service de conseil en investissement chez Bamboufine sera exclusivement fait par Théo. Moi, je vais gérer d'autres choses. Mais même si en fait là, Théo a passé le titre de conseiller d'investissement sur la société, c'est quand même lui qui doit garder en charge ce service-là. Ok. De ce point de vue-là, la loi est très très claire à ce sujet, donc on ne peut clairement pas faire n'importe quoi. Donc voilà. En attendant de voir le 72K, là, est-ce que tu as des projets pour 2025? Bah écoute, projet comme je disais tout à l'heure, ça de vraiment bien lancer le service conseil en investissement avec Bamboufine. Vraiment bien lancer ça. Et puis après, ça va être vraiment continuer de grandir, participer à de plus en plus d'événements. On en a fait quelques-uns sur cette fin d'année 2024.
Voilà, rencontrer des partenaires, d'autres acteurs de l'écosystème et continuer de se développer. On est toujours en phase de levée de fonds aussi. C'est quelque chose qu'on va continuer de développer. Après, il y a des projets qui sont en cours aussi beaucoup plus hauts dont je peux pas parler, mais il y a de très belles choses aussi qui arrivent. Euh, donc voilà, l'aventure continue et de la plus belle des manières, on va dire. Donc ouais, après en perso pas spécialement de trucs précis. Je réfléchis aux différentes options. Tu réfléchis. Ok. Je Ok. réfléchis aux différentes options. Tu restes mystérieux. Non, mais ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop, tu vois. Hier, c'est une question qui nous a été posée. Est-ce qu'on réfléchit à s'expatrier ou pas? Ah, ok. Ouais. Tu vois, c'est un truc quand même avec la direction que prend la France et l'Europe qui est légitime de se poser, je pense. Je sais pas si toi tu te l'es posé. Après, bon, on n'est pas au même stade non plus parce que toi tu as une famille, etc. Donc c'est pas pareil. Mais... Bah, moi, on me pose souvent la question, hein. Mais comme je dis toujours, j'ai fait le choix d'acheter mon pavillon, donc j'ai un pied à terre en France. Difficilement, c'est dur de bouger. Mm. Il y a la famille, les amis, ça reste quand même important pour nous d'avoir le socle à proximité, le socle familial et amical. Donc, partir, non, c'est pas un projet, mais tu regardes quand même, parce que bon, Ouais. il y a des pays, voilà, le Portugal, Cryptof, le Portugal, c'est pas très loin, mais il y a des produits à dire. Il y a des pays aussi qui facilitent l'optimisation fiscale. Je vais garder le mot optimisation parce que c'est légal. Comme je sais pas, je parle pas de Dubaï, mais l'île Maurice, Andorre. Andorre, Hmm. Andorre c'est pas mal. Hein. Mais j'ai pas prévu de bouger. En tout cas, pas pour l'instant. Malte, ouais. Ouais, mais Malte, j'ai regardé un peu en fait. C'est cher pour ce que c'est. Parce que Malte, faut pas oublier, c'est quand même une toute petite île. Hein. Enfin, moi, je me verrais pas vivre toute une année sur un truc aussi petit, quoi. Venir sur l'île Maurice. Ah bah. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Alex, la carte d'e-block sur Maurice. Ah, trop cool ça. Trop cool. Qui a parlé de Maurice? Ah, c'est Cryptof. T'es là-bas? Ah, c'est son fief à Cryptof. Hein. L'île Maurice, c'est son fief. Ouais, Maurice, Ouais, Maurice, j'ai eu 2-3 contacts. Franchement, c'est pas mal en termes de fiscal. Hein. Ouf, c'est pas ouais, mal. C'est pas mal je du crois, tout. je crois que c'est pas mal du tout. Après, tu vois, en vrai, moi, la fiscalité, c'est pas genre le truc en mode. Oui, c'est important, mais c'est pas le truc forcément qui m'obsède. En vrai, enfin, le but, c'est pas d'être à 0-0. En vrai, on fout un peu, tu vois. Mais faut, faut que ça soit raisonnable. Et en vrai, ici, je trouve qu'on s'éloigne de plus en plus. En vrai, ça De fait qu'un là. moment, mais on est de plus en plus loin du raisonnable, quoi. C'est ça le Ouais. truc. Surtout dans le domaine du trading. Ouais. Mais tu vois, en vrai, au-delà de ça, moi, ce qui me. En fait, moi, ce à quoi je réfléchis vraiment, c'est que je me dis, en vrai, aujourd'hui, l'Europe, c'est plus un continent attractif. L'avenir, il est pas en Europe, tu vois. Genre, vraiment, si tu. Merde, j'ai bugué, non? Non, non, non. Ah, ok. Si vraiment tu te projettes, tu vois, genre. L'avenir, il est pas en Europe, tu vois. Pour moi, l'avenir, il est vraiment. Je pense, l'Asie aussi, enfin, une partie de l'Asie, genre Asie du Sud, genre. Je pense qu'il va y avoir vraiment des choses de fou. Non, mais en vrai, enfin, tu vois, du coup, je me dis, enfin, moi, je me dis que c'est important d'être là où l'action se passe, là où le monde avance. Et en vrai, aujourd'hui, c'est pas en Europe que le monde avance. En Europe, on est un peu des boomers conservateurs sur tout et rien, à foutre
des lois pour tout et rien, à mettre des cadres là où il n'y a pas besoin de cadres, et à brider l'innovation, là où il y a d'autres régions du monde qui sont en train de nous dépasser vitesse grand V. Et je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup d'être dans le train, en fait, dans ce train-là, et pas dans le train qui vient de rentrer à la gare et qui ne repartira pas, tu vois. Hmm. Mais après, c'est sûr, ouais, faut des couilles quand même, ouais. Se barrer. Enfin, Bah. je trouve. Je sais pas. Je sais pas. J'avoue que si j'avais pas cette attache, je me serais pas posé 36 000 questions. Ouais. Ouais, je t'avoue que je me serais barré. Jugement Peut-être ou que je non. m'en pose trop. Mais c'est bien aussi, hein. Bah, il y a 1 an et demi, j'avais prévu, normalement, je devais aller en Suisse. Ouais. Finalement, c'est pas fait. Mais bah, au final, de toute façon, la Suisse, c'est pas... enfin, c'est bien, hein, c'est un super pays, mais quitte à bouger, aujourd'hui, c'est pas le pays que je choisirais. Mais ouais. En vrai, Alex, tu vas nous envoyer une carte postale depuis Dubaï, je le sens. Ah, mais en vrai, tu sais que, enfin, Dubaï, moi, je suis pas fan dans le sens où vivre là-bas à l'année, je pense, bon, déjà, l'été, c'est mort, il fait trop chaud. Hmm. Euh, mais tous les gens qui vivent ou qui sont allés ou qui ont vécu, j'ai eu que des retours positifs. Genre vraiment, j'ai Ah eu ouais, ok. absolument personne m'a dit non, c'est pas ouf, non, c'est surcoté, non, n'y va pas. Personne m'a dit ça. Et alors que pendant longtemps, j'ai eu des a priori. En vrai, je me suis dit ouais, non, c'est le repère à des influenceurs, c'est que des tours, il fait trop chaud, non, 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 non. Mais en fait, ouais, vraiment, tout le monde me dit que c'est génial, quoi. Et pareil, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est qu'en vrai, Dubaï, c'est un peu le Las Vegas ou enfin les États-Unis des années 80 ou même un peu avant, tu vois. Genre, Hmm. c'est the place to be pour, pour Success et pour le business, quoi. Bah, là, en fait, on répète les mêmes erreurs pour que dans 50 ans, on dise que les Émirats, ils sont meilleurs que nous, ou l'Asie du Sud, elle est meilleure que nous. On va quand même sortir notre euro numérique, hein. Waouh! Ouais. Bah, est-ce que c'est pas ça justement qui nous accélère aussi vers la Non, c'est et du vrai coup, tu que disais tout à l'heure si t'avais pas cette, cette partie famille, etc., qui fait qu'aujourd'hui tu bouges pas, t'aurais choisi quel pays, tu penses? euh, en fait là c'est différent vu que j'ai un gosse. Je pense j'aurais pensé différemment. Je pense Ouais. que sans gosse, ouais, j'aurais choisi un truc genre Maurice. Euh, Peut-être pas Dubaï. Mais vraiment Singapour. Enfin, je sais pas, mais quelque chose d'assez exotique Ouais, où il fait bon vivre la Thaïlande, ouais, c'est aussi. Mais maintenant, avec un gosse, c'est pas pareil. ouais, c'est clair. Tu, tu cherches les écoles, tu cherches si. Bon, il y a des écoles partout, des bonnes écoles, mais tu réfléchis différemment. Parce que je me dis, je vais me poser sur tel continent, tel pays, etc. Et dans X années, bah, mon fils, il va me quitter pour aller faire ses études en France, tu vois. La boucle est bouclée. Ouais. Ah, de ouf, en vrai, c'est sûr que t'as pas les mêmes critères, en vrai, c'est obligé. Ouais. On peut aller à Ouais. Andorre, c'est moins loin. Ouais, Andorre, j'ai. Mais c'est pas si facile, Andorre. Je te jure, je me suis renseigné, Kizrine. Il y a Monsieur Rabbit, un youtubeur crypto NFT qui s'est expatrié justement en Andorre là récemment. Ok. Il est parti y vivre. Ouais. Ok. Lui, pareil, famille et tout. Enfin, lui, il est un peu plus vieux que nous, tu vois, mais enfin, voilà, famille et tout, et il s'est barré là-bas. Et il regrette pas pour le moment, donc. Hmm. Ouais, Bah tant je mieux. sais qu'en trader, il y a Benoît Rousseau aussi qui habite là-bas.
ça fait le plus longtemps. Donc, ouais, je sais pas. Attends, mais le gold, il est en train de totalement exploser là. 82 sur le futur. Ah ouais. Waouh! Waouh. J'étais là, et je voyais plus le haut de ma charte, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh. Waouh! Nous vivons dinguerie. un moment historique. Un moment historique. Ouais, le S&P, gros rebond là. Il y a de la vol, attends, ça finalement. Mamma mia. Putain, mais le gold, c'est magnifique. Tu sais que. Ah. Investissement. Ouais. Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Je disais, ouais, le gold, j'en ai en mode investissement, mais je me dis, mais. Enfin, des fois, tu vois, quand je vois une charte comme aujourd'hui, je me dis, mais il faut que je prenne un peu de profit, quoi. Genre. Mais en fait, il s'arrête jamais, quoi. C'est fou. Ouais. Bon, là, tout 2800. monte. XY qui doit chuter. Ouais. Et le gold. Et le BTC qui y va doucement. Tu sais qu'il galère toujours un peu par rapport aux autres. Le pauvre. Tac. Et toi, c'est quoi tes objectifs du coup pour 2025? Reprendre un bon rythme de stream. J'aimerais bien voilà, refaire comme il y a quelques mois, au moins 3 par semaine. En vrai, c'est juste la continuité de ce que je fais maintenant, hein. C'est-à-dire proposer le trading que je fais. Avoir plus de visibilité justement pour en parler un peu plus, pour sensibiliser un peu plus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'ai invité un psychologue, mentaliste et hypnotiseur. Je l'ai mis sur la chaîne YouTube, elle dure 2 heures les gars. Et on parle de la psychologie et le trading. Il y a des conseils, il y a de la sensibilisation, il y a de la motivation. Franchement, j'ai passé un excellent moment avec l'invité, Monsieur Mansour. J'ai beaucoup appris. C'était un moment d'échange, j'ai kiffé. J'espère que ça se ressent à travers la vidéo, mais j'ai vraiment kiffé. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et pourquoi pas inviter d'autres professionnels, que ce soit des traders, des structureurs, des sales, des traders de banque, des traders de fonds, des gestionnaires d'actifs pour parler un peu des ETF. J'aimerais bien faire pas lancer un podcast, mais faire de temps en temps, une fois tous les trimestres, une petite interview comme ça pour apprendre encore et encore et encore dans le milieu du trading. Moi, j'ai regardé, je te l'ai dit hier, mais j'ai regardé, j'ai pas eu le temps de finir encore, mais la vidéo que tu as fait avec ta Mansour là, et vraiment je vous la recommande, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est vraiment super intéressante. Merci Alex. C'est pas un contenu qu'on a trop l'habitude de voir, donc enfin en tout cas dans le domaine du trading, tu vois, d'avoir des personnes comme lui qui interviennent. Donc vraiment, allez la voir, c'est vraiment très sympa. Ouais, il a des années-lumière d'être un trader. Mais il a les compétences pour nous aiguiller. Il fait du coaching pour des grands managers, etc. Dans l'optique d'améliorer leurs soft skills. Et forcément, tu as des moments de doute, de stress. Les conseils qu'il donne, il nous les donne dans la vidéo. Et c'est vachement intéressant. Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment intéressant. Faut que je la finisse d'ailleurs, la vidéo. Très très bien. Donc voilà, continuez dans cette optique. Et tu fais toujours tu faisais des initiations au trading, tu t'en fais toujours ça? Bah pareil, j'aimerais bien en refaire. J'en ai plus fait depuis le mois d'août, je crois. Juillet peut-être. Juillet. Je voulais en refaire une là en novembre, mais bon, en octobre, pardon, j'ai pas eu le temps. Ouais. Mais je vais en refaire. En novembre, c'est l'objectif.
Parce Ok. que tous les mois, je faisais une petite initiation au trading. C'est gratuit, voilà. J'expliquais un petit peu une manière de trader qui peut être un poil différent de celle que vous avez l'habitude de voir, mais tout aussi intéressante. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. C'est sur Insta que ça se passe. Généralement, c'est là-bas que je fais la promotion. Pour ceux qui veulent s'inscrire à la prochaine. C'est en live, c'est en petit groupe. Faut faire juste l'inscription avant. Et voilà, on passe de 1h30, 2h à parler trading. Et technique, là vraiment c'est technique. Ok, trop cool. Ouais, j'avais vu que tu faisais ça, en vrai, c'est trop bien. Trop bien. En tout cas, vraiment encore merci de l'invitation, c'était vraiment super sympa, comme Bah avec d'habitude. plaisir, avec plaisir. Et Mm. puis, bah, de toute façon, ouais, comme il y a quelqu'un qui disait fin novembre BTC à 100K durant votre live, bah, j'espère qu'au match retour, ouais, on aura un BTC à 100K fin novembre, ça serait sympa, ça serait très très sympa, effectivement. Mais de toute façon, on vous dira ça sur nos réseaux respectifs, la date, l'heure, etc., comme d'habitude. Yes. Bah merci Alex, merci à tous d'avoir été là durant Bah, merci à 7h30. toi. Et puis à une prochaine, à très vite. Ciao tout le monde, à bientôt. Ciao, salut à tous.